Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle preview de l'UFC. C'est un pay-per-view, c'est l'UFC 306 ou UFC Ria Noche, célébrant l'indépendance mexicaine sous le sponsoring officiel de l'Arabie Saoudite avec un Américain et un Géorgien en main event. Puisqu'une chose est toujours certaine avec l'UFC, c'est que lorsque la promotion décide d'honorer une nation, elle le fait dans une mare de confusion culturelle sans précédent, sinon c'est pas marrant. Bon, blague à part, l'UFC a mis tous ses combattants mexicains ou de descendance mexicaine sous la carte de l'UFC 306, qui malgré 2 combats de ceinture sonne un petit peu creuse vis-à-vis des promesses de Dana White. Pour relativiser un petit peu la faiblesse de la soirée sur le papier, il semble que l'événement sera plutôt marqué par l'utilisation de la sphère pour produire une expérience un peu unique, mais je demande à voir personnellement. J'avoue que comme souvent, je suis un petit peu plus intéressé par les combats que par le divertissement externe, mais je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et je laisse bien sûr le bénéfice du doute à l'UFC. Pour parler du strictement sportif, il y a 10 combats sur la carte, ce qui fait un petit peu léger pour un pay-per-view, surtout que la soirée a été amputée d'un superbe affrontement entre Michel Pereira et Anthony Hernandez, qui a été reprogrammé au 19 octobre à l'Apex, puisque cette guerre annoncée ne méritait visiblement pas d'avoir lieu devant un public. Une fois que j'ai laissé échapper ma légère frustration et ma mauvaise foi, commençons à entrer dans le vif du sujet avec le retour de notre adolescent préféré Raúl Rosas Jr. qui affronte Auri Kileng en ouverture de l'événement. Auri Kileng, ancien poids mouche qui est monté chez les poids coqs en 2022 et je dois dire que ça lui réussit pas trop mal pour l'instant avec une seule défaite lors de ses 5 derniers combats. C'est une légère montée en niveau d'opposition pour Raúl Rosas Jr. et la bonne nouvelle c'est que l'UFC a visiblement décidé de prendre son temps avec lui. On avait vu pas mal de progrès dans son combat contre Ricky Turcios, mais évidemment il y a toujours des défauts majeurs, notamment sur les pieds. Raúl ramène beaucoup de dynamisme, il met du rythme dans ses combats et même s'il se met un peu en danger bêtement sur certaines phases en striking, c'est un jeune combattant très athlétique avec une lutte redoutable et beaucoup d'aisance au sol. De son côté, Auri Kileng c'est un dur au mal, très durable, capable de dicter le combat s'il le faut, mais pour toute l'expérience qu'il ramène dans l'octogone et toute sa qualité en striking, Raúl Rosas Jr. devrait gagner ce combat. On a vu Auri Kileng se faire emmener au sol un paquet de fois par Johnny Munoz l'année dernière, et même s'il a fini par remporter le combat, le danger que représente Rosas Jr. au sol est bien plus important que ne l'était Munoz. Et ce n'est pas pour dire que Munoz n'était pas dangereux au sol car il l'est, mais Rosas Jr. est d'un tout autre niveau physique et il semble qu'il ait une poigne assez impressionnante pour la catégorie. Attention au cardio cependant, on espère qu'il a appris de ses erreurs contre Christian Rodriguez et qu'il ne va pas tout envoyer dès le début parce que Auri Kileng est durable, il est résistant et il peut entraîner Raúl dans un 3e round où le manque d'expérience de Rosas Jr. pourrait se faire de nouveau sentir. Mais je vais pronostiquer que ce ne sera pas le cas et qu'il va combattre intelligemment et qu'il va soumettre son adversaire dans le second round. On passe ensuite au combat opposant Ignacio Bahamondes à Manuel Torres et ça, c'est un très beau combat sur le papier. Manuel Torres a eu l'air d'un véritable tueur contre Chris Duncan en février et ce combat semble être une porte d'entrée vers le top 15 de la division pour le vainqueur. Mais attention, parce qu'Ignacio Bahamondes est un adversaire très piégeux. L'un des reproches qui a été fait à Ignacio, c'était son manque d'agressivité, mais contre Christos Giagos pour son dernier combat donc, il a mis un très gros rythme et il a littéralement chassé son adversaire jusqu'à lui décocher un high kick en pleine tempe de toute beauté. Mais il faut le dire, c'était clairement une façon pour lui de forcer sa nature parce qu'on l'a aussi vu un petit peu inconfortable dans les combats rapprochés en boxe et même si ça a bien fonctionné pour lui contre Giagos, Manuel Torres, c'est quand même un tout autre niveau. Un problème que va avoir Manuel dans ce combat, c'est qu'il aime bien user du fait qu'il est grand pour la division pour maintenir ses adversaires à distance et contrôler le combat, mais cette fois-ci, Bahamondes est beaucoup plus grand que lui et j'ai hâte de voir comment Torres a prévu de manœuvrer autour de ça. Ce combat est selon moi aussi proche d'un 50-50 que possible, mais je vais faire le pari d'une victoire de Bahamondes, espérant qu'il continue à user de son agressivité et comptant sur son expérience du haut niveau pour trouver les solutions. Je doute que ça aille à la distance en revanche, très beau combat en perspective selon moi, peut-être le sleeper de la soirée comme ils disent, le combat qui va surprendre tout le monde. On passe ensuite à l'affrontement entre Irene Aldana et Norma Dumont. Je n'avais pas prévu d'en parler initialement, mais je me suis rappelé qu'Aldana sort d'un des meilleurs combats féminins de tous les temps, avec une guerre incroyable contre Carol Rosa, donc je me suis dit que ce n'était que justice d'évoquer ce nouvel affrontement. La recette pour battre Irene Aldana, on la connaît, il faut absolument éviter de striker avec elle, elle a une belle technique sur les pieds, une bonne puissance et surtout une endurance à toute épreuve. Amanda Nunes et Holly Holm l'avaient compris, et lorsqu'elles l'ont affrontée, elles se sont évitées tout souci en utilisant pas mal de lutte. Sinon, on pourrait vite se retrouver dans un bourbier pour Norma, car Irene est très durable, on l'a vu contre Carol Rosa, donc pour la battre, il va probablement falloir lutter. Mais ça, c'est plus simple à dire qu'à faire, puisqu'avec plus de 3/4 de takedown défendus, il faut un certain calibre pour l'amener au sol, un calibre que je ne crois pas que Norma Dumont ait. Norma est une bonne grappleuse, elle sort d'un combat assez propre contre Germaine de Randami, mais plusieurs choses me dérangent. Déjà, je la trouve particulièrement friable sur les pieds, et ensuite,
Pour une combattante qui a déjà loupé le poids chez les plumes, la descente en coque doit être particulièrement brutale et ça doit avoir des conséquences physiques. Je pense que si Derandami était un peu plus en forme et qu'elle avait mis un peu plus de rythme dans le combat, on aurait peut-être vu apparaître quelques lacunes au niveau du cardio chez Norma et je pense que c'est ce qu'on va voir ce week-end. Selon moi, Irene a tout ce qu'il faut pour remporter chaque round et le combat et je la vois s'imposer par décision unanime ce week-end. Sur la carte principale maintenant, on passe au combat entre Esteban Ribosic et Daniel Zellhuber. Très beau combat en perspective une nouvelle fois, entre deux jeunes poids légers qui sont tous les deux sur plusieurs victoires consécutives. Je vais pronostiquer une victoire de Daniel Zellhuber et je vais même préciser que je pense qu'il va faire un combat très similaire à sa dernière sortie contre Francisco Prado. Ce que je trouve que Zellhuber fait très bien, c'est utiliser sa taille et son allonge pour maîtriser le combat. C'est ce qu'on a vu contre Prado, beaucoup de jabs, beaucoup de patience et des combinaisons courtes qui font mal. Une fois de plus, il a l'avantage de la taille et très largement l'avantage de la longe. Il a besoin de faire un peu plus d'efforts pour moins se faire toucher sur les pieds en revanche, surtout lorsqu'il recule en sortie de combinaison. Mais pour être honnête, j'ai pas une très grosse confiance en Esteban Ribosic. Alors certes, il va à la guerre, c'est un mec qui recule pas, il y a aucun souci avec ça, mais moi je le trouve très ouvert et très brouillon par moments. Je pense qu'outre son finish sur Terence McKinney cette année, un superbe finish d'ailleurs, il gagne surtout des guerres brouillonnes, il emmène ses adversaires dans des combats décousus et globalement il a besoin de rendre ça laid pour gagner. Mais je ne vois pas en lui les qualités techniques nécessaires pour appliquer ça au très haut niveau, contrairement à d'autres personnes de la division qui ont un style relativement similaire. Et Daniel Zellhuber, pour moi c'est un vrai combattant de gros calibre, je pense qu'il va remporter ce combat, il va peut-être se faire 2-3 frayeurs parce que lui il a le défaut inverse, c'est-à-dire qu'il veut être trop propre par moment, mais je pense qu'il va globalement dominer l'affrontement et remporter une décision. On enchaîne avec un combat qui déchaîne les passions entre Brian Ortega et Diego Lopez, un combat qui devait avoir lieu lors de l'UFC 303 en poids plume, puis qui était passé en poids léger, et enfin Brian Ortega avait dû déclarer forfait et Danny Gay était arrivé à la rescousse le jour J, bref, c'était tout un bordel, mais le combat est reprogrammé 3 mois plus tard, et nous y voilà. Combat en 3 rounds, ça devrait avoir son importance au vu de la lenteur à laquelle Ortega commence souvent ses combats et au vu de l'explosivité de Lopez dans les premiers rounds. Je dois dire que malgré la victoire, Ortega n'a pas eu l'air dans une très grande forme contre Yair Rodriguez en février, je l'ai trouvé très passif, il a pris beaucoup de coups, il n'a pas été capable de trouver la solution pendant longtemps et il a un peu fallu qu'Yair s'épuise sur lui pour qu'il reprenne le contrôle du combat. Je pense que Lopez est le combattant le plus actif des deux, qu'il n'est pas aussi friable au sol que l'était Yair Rodriguez, qu'il va démarrer fort et tout ça devrait logiquement me pousser à choisir Diego Lopez ce week-end, qui en plus est le favori du combat, mais j'ai un étrange sentiment dont je n'arrive pas à me défaire. Même si j'ai pas grand chose pour l'appuyer, je pense qu'Ortega est un chien fou, qu'il est solide, qu'il trouve toujours des façons de se dépêtrer des situations merdiques dans ses combats. Bref, j'ai le sentiment qu'il va surprendre beaucoup de monde, moi y compris, mais il y a des fights comme ça, où il faut faire confiance à son instinct, parce que sinon on aurait peur de se tromper et on va avoir des regrets. Bon, pour ma part, l'instinct il est un peu merdique par moment quand même, mais j'essaie d'être honnête avec moi-même et je vais pronostiquer une victoire d'Ortega par soumission dans le 3e round. J'ai le sentiment que Diego Lopez va trop en faire, qu'Ortega va résister et qu'il va réussir à trouver la faille dans le 3e round, un peu similairement au combat contre Yair Rodriguez. On passe au co-main event pour la ceinture des poids mouches féminines, cette trilogie entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko après cette décision ubuesque l'année dernière. Donc, qu'est-ce que je vois quand je regarde ce combat? Je vois deux combattantes qui ont prouvé qu'elles étaient à un niveau relativement similaire, mais je vois surtout une combattante de 36 ans qui sort de ses 3 performances les plus difficiles de ces 5 dernières années et qui a pris une pause de 1 an. J'aime pas l'inactivité pour arriver sur un combat de ceinture, et oui, cette fois-ci ça concerne les deux évidemment, mais j'ai le sentiment qu'avec l'âge, c'est toujours plus difficile de revenir à un niveau correct après autant de temps de pause. J'ai l'impression que le temps de Valentina est un petit peu passé et que l'année dernière était sa dernière chance de reconquérir sa ceinture. Alexa est plus jeune, des deux c'est probablement celle qui aura le plus de chances de progresser en 1 an. J'aime qu'elle était disposée à engager le striking contre Valentina, même si en théorie elle est inférieure, et elle a eu pas mal de succès sur les pieds, il faut le dire. Si ça ne tenait qu'à moi, elle aurait dû remporter le combat de l'année dernière, même si c'était extrêmement serré. Je crois que tout dépendait du 3e ou 4e round, il y avait un round très très serré, mais pour moi je l'ai donné à Grasso. Mais cette fois-ci, je pense qu'elle va gagner de manière décisive. Je vais pronostiquer soit une décision, soit une soumission tard dans le combat, un peu à l'instar de leur premier affrontement. Et voilà, Alexa Grasso pour moi ce week-end repartira avec sa ceinture. On passe au combat principal, l'attraction numéro 1 de la soirée, cet affrontement pour la ceinture des poids coqs entre Sean O'Malley et Merab Dvalishvili. Je vais commencer par dire que j'ai eu un changement d'avis sur ce combat. Il y a une vidéo que j'ai sortie qui est quelque part sur la chaîne à un moment de l'année, au début de l'année d'ailleurs, où je parle de la perspective de ce combat et j'explique que je pense que Merab va le gagner, mais ce n'est plus le cas désormais. Comme on sait, Sean a un jeu de jambes phénoménal, il se déplace incroyablement bien et ça le rend assez dur à bloquer, surtout pour un lutteur en chaîne comme Merab. S'il est collé contre la cage, il a aussi un avantage de taille énorme couplé à une puissance
puissance assez déroutante pour la division. Le narratif visant à le faire passer pour un striker et seulement un striker est faux, il a une très bonne défense de grappling et au sol, on parle quand même d'un mec qui a soumis Takanori Gomi et surtout il travaille énormément son sol et sa lutte avec Team Wedge qui est un spécialiste. Le striking fait la majorité du travail de son côté, mais j'ai l'impression qu'il pourrait tout à fait nous surprendre dans d'autres compartiments du sport ce week-end. Ça va être difficile de le coincer pour Merab et lorsque ce dernier va vouloir fermer la distance, il va manger pas mal de dégâts et on a vu ce Merab se faire bouger par le passé par des adversaires bien moins puissants que Sean. Vous l'aurez compris, je vise ici essentiellement Marlon Moraes ou même plus récemment Henry Cerudo dans ce premier round très compliqué. Je pense que Sean a les mains trop rapides pour Merab, que son jeu de jambes est trop difficile à lire et qu'il va forcer le géorgien à striker ou du moins à devoir se mettre en danger pour appliquer son plan et qu'il va le cueillir à ce moment-là. Je pense qu'une séquence similaire à celle contre Aljamain Sterling est plus que possible et c'est ce que je vais pronostiquer d'ailleurs. Peut-être un peu plus tardivement, en revanche, je vois Merab être un peu plus patient, peut-être qu'il aura appris des erreurs de son coéquipier, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il va plus avoir le choix, qu'il va être obligé de se lancer, qu'il va se faire cueillir à ce moment-là. Je vais pronostiquer une victoire par KO TKO pour Sean O'Malley dans le 3e ou le 4e round et voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous envisagez pour différents combats, même ceux dont j'ai pas parlé, comme d'habitude, vous savez que j'essaie de garder ce format relativement court et digestif. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à commenter, à liker comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. On est bientôt 10 000, ce serait incroyable d'atteindre les 10 000 bientôt avant la fin de l'année et voilà. En tout cas, prenez soin de vous et on se parle bientôt, salut tout le monde.